La ligne bleue le mercredi, le 15 janvier 2020, en compagnie de deux joueurs de l'équipe de football, Reda Kramdi et Dimitri Morin. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Renaud, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, c'est naturel, hein? Vous méritez votre place ici. Reda, déjà, un des rares à avoir eu la chance d'être une deuxième invitation au podcast. Un vétéran dans le podcast. Bientôt temps de renommée de la ligne bleue, assurément. Également à mes côtés, Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchette. Bonjour à vous. Bonjour. Allô. Alors, on parle aujourd'hui, évidemment, on réagit à ce qui s'est passé il y a quelques jours déjà, l'annonce du départ de notre entraîneur-chef, Danny Machocha, notre ancien entraîneur-chef déjà, qui a fait le saut de l'autre côté de la montagne avec les Alouettes de Montréal, où il est maintenant le directeur général. Une nouvelle qui a été annoncée aux joueurs dimanche soir lors d'une rencontre, une réunion d'équipe. Alors, ma question rapidement, messieurs, d'abord et avant tout, quelle a été votre réaction à l'annonce de la nouvelle? On va commencer par toi, Reda. J'étais extrêmement content pour Danny. Je crois que c'était un peu un de ses buts dans la vie de retourner aux Alouettes en fait, et surtout avec le poste de GM, c'est un poste que je crois que il veut vraiment faire. Et rester à Montréal pour lui, c'est le meilleur des scénarios parce que sa famille est à Montréal. C'est un gars de Montréal. Donc moi, j'ai plusieurs conversations avec lui avant que ça arrive et je savais que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment faire dans sa vie. Donc je suis très content pour lui. Dimitri. Je crois que le sentiment partagé, c'était beaucoup... Il n'y a pas eu de surprise, on s'en attendait. Je veux dire, on a été un peu conditionné à ça dans les dernières années. À chaque saison morte, il y avait des possibilités qui nous quittent. Puis comme Reda le dit, on est content de le voir se rendre au point où il est aujourd'hui, parce que c'était pas un secret que c'était vraiment au top de son bucket list. C'est quelque chose qu'il voulait accomplir, puis il a été honnête avec nous, il a été transparent avec nous. Moi, je me rappelle d'une rencontre qu'il y a eu avec nous avant la saison, avant même l'été, nous disant que, écoute, si j'ai l'opportunité, les gars, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis c'est quelque chose que je vais faire. Puis ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé vraiment respectueux de sa part, puis vraiment... c'était une belle intention, ça montrait qu'il voulait quand même nous garder dans l'eau. C'est un excellent point que tu touches là, parce que peut-être de l'externe, évidemment, les gens sont pas au courant de tout, c'est sûr. Ce qui se passe dans l'équipe, ça se reste dans l'équipe. Mais effectivement, peut-être les gens, des fois, avaient l'impression que on était tout un peu comme organisation sur le qui-vive, parce qu'on savait pas ce qui se passait avec lui, parce qu'il flirtait avec l'autre côté de la montagne sans même qu'on le sache et tout. Or, le processus, c'était tout le contraire. Vous étiez quand même assez au courant de ce qui se passait. Ouais, on était vraiment à jour. Ouais, on était vraiment à jour. Quand c'est surtout dans l'off-season que ça se passait. Ouais. Puis il nous a toujours parlé vraiment de ça ouvertement. Puis je crois les personnes qui ont une bonne on a tous des relations différentes avec les coachs. Puis moi j'ai une assez bonne relation avec lui, puis je vais souvent demander directement qu'est-ce qui se passe avec les Alouettes, t'en es rendu où? Il n'y avait pas de secret. On n'avait pas de secret là. C'est comme quand il a dit Dim, c'est vraiment, je crois que c'est la meilleure des choses à dire, c'est qu'il n'y avait pas de secret. Si tu voulais l'information, t'allais la chercher. Puis quand il trouvait que c'était nécessaire d'adresser l'équipe, il adressait l'équipe. Exactement. Puis c'est ça, écoute, comme je dis, c'est vraiment pas une surprise, aucun sentiment de panique. C'est sûr que, comme tu dis, dans le monde externe, ça peut... on peut sauter vite aux conclusions, mais... nous, on a une chose à faire pour 2020, puis on sait c'est quoi, puis on est déjà en train de travailler pour faire ça. Ah, absolument, absolument. Puis évidemment, les entraîneurs ont leur empreinte sur cette équipe-là et tout, mais tu sais, c'est quand même vous qui allez jouer le match sur le terrain. Coûte que coûte, on a été extrêmement content de ce que Danny a fait au cours des 9 dernières années. Je trouvais moi que c'est une belle analogie. Tu sais, maintenant on parlait hier en entrevue beaucoup là, que tu sais, le premier coach, Jacques Dussault, il faisait vraiment le travail de défricher la terre parce qu'il partait d'un programme from scratch, il n'y avait même pas un trait de chandail, pas de vestiaire, rien. Après ça, on a Marc Santerre qui a poursuivi. Puis là, arrivé à la phase de maturité de cette équipe-là en 2011, puis là, on arrive avec un coach qui nous met sur la map. La map nationale à chaque année, dans le top 10, dans le top 4, whatever, dans la conversation pour un championnat national. C'était comme la phase de maturité. Puis la prochaine étape, c'est comme garder ça à ce niveau-là, finalement. Exact. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que veut dire par là, c'est vraiment... Il a vraiment été capable d'implanter une culture de gagnant, puis une image du programme. Puis c'est ça, comme tu dis, là, je crois que j'ose croire que son objectif, c'est de pouvoir mettre quelqu'un en poste qui est capable de faire perdurer ça à travers les années, d'instaurer un peu plus de stabilité. Je crois que ça serait ça. J'ose croire que c'est son objectif. Puis c'est une super belle
façon de manœuvrer, honnêtement. Là, si on prend un step back, là, que j'enlève mes cleats de joueur, moi, si mon fils est à l'Université de Montréal, j'ai pleinement confiance en Manon Simard de trouver un prochain coach, un prochain leader de jeune homme. Là, comme... Je pense que ça passe aussi par vous, parce que, tu sais, mettons là, le programme, il est rendu à un niveau qu'à chaque année, on a des attentes élevées, on fait partie des meilleures formations au pays. Mais là, maintenant, justement, c'est cette culture de gagnant-là aussi, c'est en vous, je veux dire, les vétérans de l'équipe. Peut-être que c'était moins le cas au début, dans les premières années, parce que justement, t'apprends, puis t'as moins de grands leaders, mais là, il y en a des leaders dans cette équipe-là. Je pense que peu importe ça va être qui le coach, que ce soit le meilleur au monde ou un jeune qui a pas beaucoup d'expérience, je pense que ça va aussi passer par vous, qui avez appris de Danny, qui avez appris des autres coachs, puis que vous allez pouvoir transmettre ça aux autres qui vont jouer. Oui, effectivement. Il n'y a plus de complexe. Je veux dire, vous arrivez, il n'y a plus de complexe par rapport à d'autres programmes. Il n'y a plus, cette équipe-là n'a pas peur de personne non plus. Ouais. Non, c'est ça. On ne gagnera pas tous les matchs, mais comme il n'y a pas le match que vous arrivez abattu, vous débarquez de l'autobus, puis vous pensez que vous allez être comme. Le loyer de joueur, il reste le même, en fait. C'est vraiment juste. Ah, absolument. C'est vraiment juste Danny qui part, puis quelqu'un d'autre qui va venir. Puis... Exact. À partir de 2020, c'est ça, c'est vraiment. C'est là qu'il va y avoir pas un clash, mais c'est là que. Un changement. Ouais, un changement, puis c'est là que c'est important de. Justement, c'est notre rôle, comme tu le dis si bien, de faire coller cette identité-là, puis cette culture-là au vestiaire, parce que nous, en tant que joueurs, c'est unanime, on est bien ici, puis on ne croit pas que. Un changement de culture. C'est pas un changement de culture qu'on a besoin, au contraire, parce que Danny a travaillé aussi fort toutes ces années pour en implanter une aussi bonne qui nous a amené où on est aujourd'hui. Cette réputation-là de programme, c'est parce que là, on fait beaucoup de plats, évidemment, là, avec le timing actuel, on est dans la période de recrutement, t'sais. Mais mettons, toi, Reda, quand tu as choisi l'Université de Montréal, c'est quoi le pourcentage de ce programme-là m'a l'air vraiment bien versus je vais aller jouer pour Danny Machocha, tu sais? Je crois que j'ai rencontré Danny 1 ou 2 fois dans mon recrutement, puis j'ai rencontré tous les coachs plus qu'une ou 2 fois. C'était vraiment pour les joueurs, l'ambiance qu'il y avait, pour l'école surtout, je voulais entrer au HEC, puis rester dans ma ville, jouer pour ma ville, ramener un championnat à Montréal. C'était vraiment un ensemble de plusieurs choses, mais jamais vraiment pensé à « Ah, je veux jouer pour Danny Machocha ». C'est sûr, quand tu y es, c'est... C'est en bonne main. Ouais, c'est en bonne main. Puis Danny, c'est un coach en défensif, c'est un excellent coach, j'ai appris énormément de choses de lui, mais c'était pas la raison pour laquelle je suis venu à l'Université de Montréal, et c'est pas avec lui que tu passes le plus de temps. C'est pas le coach avec qui tu vas passer le plus de temps. C'est ton coach de position. C'est mon coach de position, puis c'est les autres coachs alentour, comme le coach de position des receveurs, que craquer des jokes une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas lui pour la raison pour laquelle je suis venu. Puis je crois pas que ça devrait être la raison pour laquelle tu choisis un programme, que ce soit le coach, parce que dans le monde du football, ça bouge. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent, il n'y a pas beaucoup de postes disponibles, et quand on a un, tu peux pas manquer ta chance. Puis je trouve que aller dans un programme pour un coach, c'est une erreur entre guillemets, parce que toi tu veux aller pour les joueurs, tu veux aller pour la culture qui est installée, pour l'école aussi qui est très importante. C'est ça, parce que toi aussi, Dimitri, qui a pris ta décision, je pense que c'était à l'automne 2016, pour 2017, tu as pris ta décision. Ces rumeurs-là, autour d'Annie, ont toujours été là aussi. Là. Fait que tu savais que ça se pouvait que tu finisses pas ton parcours avec lui. Moi, j'avais eu une conversation avec mon père juste avant, dans l'auto, en sortant de ma visite à Laval, en fait. Moi, je lui avais dit, direct en sortant de Laval, j'avais dit à mon père que je venais ici. Puis c'est ça, puis là, tu sais, on pesait un peu les pour et les contre. Puis une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « J'espère que tu sais que c'est sûr que ça se peut que ça bouge, tu sais. Puis moi, c'était clair, ça a été clair dans ma tête depuis le début aussi. Fait que c'était pas... ça a l'air redondant, mais comme Reda, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est comment les joueurs sont accueillants dès day one. Même que tu sois pas encore un bleu, tu sais, ça venait de parler, ils s'intéressaient à toi. C'est vraiment il crée un lien de confiance en 30 secondes, puis c'est pas un lien de confiance fugazi, là, un peu. C'est vraiment... Tu sens que c'est honnête, tu sens que c'est franc, puis c'est vraiment ça qui m'a amené ici. Et de loin, la seule raison qui a vraiment fait pencher. Oui, absolument. J'imagine que la chimie dans ce vestiaire-là, on en a parlé beaucoup cette année, là, vous avez traversé beaucoup d'adversités, vous êtes rendu jusqu'au bout, presque au but ultime, mais assurément au match ultime. Ce vestiaire-là, ça transpire, ça transparaît, cette énergie-là, puis c'est assurément, c'est avec... tu parlais des coachs d'opposition avec lesquels tu passes le plus de temps, mais au bout du compte, c'est avec les boys autour de toi. C'est ça. Fait que je dis, c'est eux, c'est 80% de ton plaisir ici à l'UDM. Évidemment, en faisant abstraction de
là, tous les trucs académiques, mais vraiment au niveau d'expérience football, ça va être ça. Là. Quel genre de coach était Danny? On commence par toi, Dimitri. Nous, on l'a connu dans son temps où il a vraiment, je crois, il a mis un peu plus le côté business de côté, puis il a commencé à vraiment devenir vraiment un coach universitaire. Il s'est comme ajusté de ce que j'ai entendu dans les années passées, ce qui est complètement normal parce qu'il venait de là, puis lui, c'est comme ça qu'il roulait ses affaires, puis c'est comme ça qu'il connaissait ça, puis à chaque fois que tu changes d'environnement, il faut que tu t'ajustes. J'ose croire, puis c'est ça, nous, c'est vraiment quelqu'un de easy going, jasette facile, quand même, players coach, ça peut en surprendre quelques-uns, mais pour vrai, quand même un bon players coach. Quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça? Tu sais, il est là pour toi. Il est pas. Un gars humain, là. Ouais, exactement. Tu sens pas que. C'est sûr que ça reste ton head coach. Tu sais, c'est pas. T'es moins body avec lui que tu serais peut-être avec Pierre-Marie qui t'entraîne l'été. Ça reste ton head coach, mais qui est capable de casser cette barrière-là. Tu sais, tu peux cogner dans son bureau, dire hey, coach, ça file pas à cause de j'ai des problèmes à la maison ou tu sais, n'importe quoi. Il était là pour toi. C'était quelqu'un de. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelqu'un d'humain. C'était quelqu'un aussi de très posé, très en contrôle. Tu sais, il était jamais il se laissait transparaître qu'il était stressé ou qu'il perdait le contrôle un peu. Puis c'est ça, moi c'est quelque chose qui me mettait vraiment en confiance. Quand tu dis qu'il a changé à travers le temps, c'est parce que j'imagine qu'il arrivait à un niveau professionnel où, jadis avant avec les Esquimaux et tout, où faut que c'est très froid, là, le monde professionnel. Puis il a dû apprendre à plus être humain avec vous, être un peu plus s'attacher. C'est ça que je dis, moi, ça se peut, je parle un peu en dehors de mon chapeau parce que c'est l'impression que j'ai eue, puis c'est un peu des oui-dire que j'ai compris d'anciens, tu sais. Ben, ça serait normal aussi après 14 ans chez les pros. Exactement. Nous, il rappelle en défense parce que c'est lui qui fait les meetings. Ouais. Moi, j'ai une relation assez particulière avec Danny parce qu'à mon entrée à UDM, en 2017, il y avait le poste que je joue en ce moment, Sam Bakke, il était libre pendant le bye week, qui était week 2. Puis on jouait Laval week 3. Puis Danny s'est donné comme mandat de préparer moi et Ethan pendant le bye week pour décider après un starter. Et à chaque jour, on avait meeting à 4h. Moi, je devais venir dans son bureau à 2h. J'avais 2 heures de meeting. Moi et Ethan dans le bureau avec lui sur le board, qui nous pose des questions. On regardait chaque pas qu'on prenait en pratique, puis il nous corrigeait. Moi, j'ai plusieurs affinités avec lui à cause de ça. On a eu le temps de passer beaucoup de temps. Et vu qu'il coach en défense, c'est sûr que je passe beaucoup plus de temps que lui avec lui que Dim. Moi, quand il vient me parler, c'est pas trop bon signe. Mais dans les meetings, il nous le disait souvent que dans les pros, on va dire, il donne un exemple, dans les pros, comme je t'aurais coupé ou. Mais là, il peut pas faire ça. Ah, mais c'est vrai, chez les pros, t'as pas de deuxième chance. Il nous faisait il nous faisait souvent des comparaisons avec ce qui se passait dans les pros. Mais dans les meetings, c'était un gars. Ça peut paraître un peu étrange pour plusieurs, mais il était drôle. Là, moi et Vinci Biandé, le recrue, on répète pendant les pratiques, des fois on répète qu'est-ce qu'il dit, puis comme on va dire, par exemple, il nous montre un nouveau jeu, une nouvelle stratégie défensive. Puis là, il va dire, it's the same pig, we just dressed it a little bit differently. Puis là, il commence à. C'est juste des petits trucs qu'il faisait pour des expressions. Des petites expressions et tout. Des go-to, des expressions qui sortent à chaque moment opportun, des bonnes tout le temps. Anglaises de films hollywoodiens que quand il dit, c'est. Wow! Mais tu comprends ce que veut dire. Ça traite son âge un peu par rapport à vous aussi, j'imagine, cette expression-là. Mais il a réussi à être aussi, je trouve, moi personnellement, je trouve il m'a appris beaucoup. Il m'a appris le football. Comme il voulait qu'en défense, il nous fasse comprendre le football et pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'on n'avait pas juste des robots puis qu'on. Ok, toi tu vas là, puis that's it. Comme on fait poser nos questions, il répondait à toutes les questions. Des fois, il y a des questions qui faisaient même pas de sens, là. Puis il essayait de répondre, il essayait de comprendre. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié chez lui. N'importe qui pouvait lui demander des questions de football, même si c'était hors sujet, il allait répondre, il voulait vraiment qu'on comprenne. Puis ça, c'est sur la vie aussi, un peu? Mais sur la vie aussi, c'était vraiment, honnêtement, c'était quelque chose que j'ai apprécié chez lui, puis quelque chose que je vais me souvenir longtemps. Tu sais, ça me fait penser, une autre anecdote que je rajoute, c'est que, on parle souvent de son horaire, il vous coachait, il donnait des conférences, bref, il avait un horaire ultra chargé. C'est arrivé à plusieurs reprises que pendant la saison, même une semaine que vous allez jouer contre Laval, qu'on sait qu'il sort du bureau à 11h chaque soir, qu'il revient tôt, notre porte est ouverte, on travaillait, exemple, au Prono, puis il rentrait, il venait s'asseoir, puis il s'assoyait, puis il nous demandait
que le boy, ça va, tu sais. Puis finalement, il jasait comme 15, 20, 25 minutes. Puis on parlait Juste 2 pour jaser. minutes de foot, 2-3 minutes, puis Laval, fin de semaine. Ah ouais, puis là, finalement, on parlait de la NFL. Ben, c'est du foot quand même, là, mais tu sais, la NFL ou des C'est films. Maudit Browns. Les Browns, tout le temps, mais. Son équipe préférée, c'est les Browns. On sait pas pourquoi. Mais je vois que la semaine, le matin, il essaie vraiment de complètement. Je comprends. Zone off. Après, tu sais, il fait ses meetings, mais je crois qu'il y a des moments vraiment réservés à. Il va marcher avec Jean-Pierre Chancy. Bien il sûr, le Ouais, midi. la monte marche. les escaliers, je pense qu'il vide sa tête. C'est quand il met ses AirPods, là, tu sais que c'est. Pensez-vous que Jean-Pierre et lui vont comme marcher chacun d'un bord de la montagne maintenant, puis ils vont se retrouver Oh, c'est beau. sur un high-five, on descend, genre, parce qu'effectivement, il grimpait les escaliers et la montagne à chaque jour. Beau temps, mauvais temps, là. Il y a des Dans la tempêtes. neige. Ouais, qui faisaient toutes les Le escaliers. verglas. Écoute, il y a des pratiques qu'on a cancellées parce qu'il pleuvait, mais qui allaient quand même marcher genre le midi. Là. Non, mais c'est vrai qu'il aime ça parler de plusieurs autres choses. Moi, en pratique, des fois, si j'étais blessé ou il y avait une période que je participais pas, à la place, des fois, tu dois faire des échelles avec Pierre-Marie, là, tu dois rester occupé. Puis moi, j'allais voir Danny, puis là, on parlait d'autres choses. Là, on parlait du college ball, des games qui arrivaient, qu'est-ce qu'on pensait sur tel joueur. Tu sais, nous, on n'est pas dans l'équipe, là, je veux dire, on est quand même proche, mais on n'est Mais pas là. oui, puis, vous êtes un peu dans l'équipe aussi. on n'est pas des joueurs, puis je veux dire, tu sais, les bureaux sont plus loin, mais bref, il prenait le temps, c'est ça que je veux dire. Il venait se promener, mais il faisait. Si c'est parce qu'il venait sur l'étage parce qu'il allait voir Manon, ben il prenait quand même le temps de faire le tour, dire salut à tout le monde, parler italien avec Laurent. Hey, shout-out, Laurent, tu l'as, ton maudit shout-out. Effectivement, peut-être un côté humain qu'on connaît moins, qu'on remarque moins aussi, parce que c'est sûr, la perception publique, évidemment, à la télévision, sur place, on voit un coach pendant un match qui est vraiment sur le 220 volts, là, tu sais, vraiment, tu sais, tous les coachs sont même, là, je veux dire, en jour de match. Puis moi, je m'amuse souvent à parler, quand je parle de ma job, avec les coachs de foot, puis tous les coachs de foot en général. Les coachs de foot de novembre à août, puis de août à novembre, c'est pas la même chose. Tu sais, l'énergie, là, le jour de match, on comme. C'est ça crie après les arbitres, les joueurs, tosse-toi, va là, c'est ça, tu sais. Ouais, ça le caractérise un peu aussi. Ben, absolument. Qui après les arbitres? Control chaos un peu. Tu sais, il perd pas le contrôle, mais s'il y a quelque chose à dire, il va te le dire. Il y a déjà tu vois le pic de Brian à la Vanier Cup. Ouais. Il est en train d'argumenter avec les refs là, tout le long là. Puis il accorde le jeu. Il a fait les signes pour qu'on sache le jeu. Puis il est en train de crier sur les arbitres et tout. Brian fait un pic. Puis là, il est toujours comme not too high, not too low. Juste avec les arbitres, il s'emballe puis il redescend sur terre. Avec vous. Ouais, avec nous, puis il fait l'école, puis. Non, moi, je suis content d'avoir vécu, d'avoir gagné la Coupe Dunsmore à Québec, puis de le voir vraiment pour la première fois, là, vraiment content. Juste parce que moi, je suis relâché, après les deux Coupes Vanier, vous aussi d'ailleurs, puis on a eu des victoires contre Laval et tout, mais on n'avait jamais gagné la Coupe Dunsmore. Là, vraiment content, là. Tu sais, genre, next level. Ça, je suis content d'avoir vu. Ça, tu le sentais, ça. Dans le caucus à la fin. Ah, caucus. Il a même pas parlé, il a même pas dit un mot. Il a même pas dit un mot. Bruno, je pense, Bruno Lagacé s'est levé en criant, puis ça partit. Puis je veux dire, on était vraiment dans le boss avec vous, mais tu sais, juste le sourire, là, tu sais, il était juste vraiment content, puis ça apparaît. Puis je suis content d'avoir vécu avant qu'il parte, parce que c'était vraiment, là aussi, un autre côté qu'on n'était pas habitué de voir nécessairement de lui. Puis effectivement, pour revenir à mon point tantôt, en situation de match, peut-être une image un peu plus control chaos, chaos contrôlé. Mais c'est normal. C'est absolument, tous les coachs sont comme ça, mais moi je trouve ça vraiment intéressant de découvrir cette facette à l'arrière. Évidemment, on le sait, un homme de famille avec ses 3 filles, sa femme et tout, mais aussi avec vous, faisant un travail quand même, puis vous êtes des cas, mais il y a toutes sortes de gars qui ont aidé à différents niveaux au fil du temps, puis ça, ben, c'est important de le souligner aussi, parce que ça fait partie de son héritage à l'UDM. C'est bon que tu parles de sa famille, parce que c'est quelque chose qui renchérissait. Il renchérissait beaucoup. Il parlait beaucoup de comment il allait pas dans les détails, mais il mettait beaucoup d'importance sur prendre soin des siens, puis prendre soin de sa famille, puis ça en disait long sur lui. Sa petite fille, c'était une des. Alicia. Absolument. Puis je pense que c'est à la Coupe UTech qui avait dit genre tu pourras pas être porteur d'eau parce qu'il y a un nombre limité de personnes sur le banc, puis elle pète une coche. C'est drôle parce qu'il disait qu'elle avait vraiment pété une coche, puis qu'elle disait même non, mais les gars ils veulent que je leur donne de l'eau, là, c'est Marion qui buvait juste de son eau. Tu peux dire non à tout le monde, t'as pas besoin d'eau, mais quand tu la vois, t'es obligé de prendre au moins une gorgée, même si tu veux pas, là, t'es obligé. T'es obligé. Ouais, t'avais peur, là, tu voyais Daniel au loin. C'est gars orange qui te regarde en même. Vas-tu prendre. Oui, c'est beau, je vais avoir.
assurément, ça a été des beaux souvenirs, vraiment. Puis, évidemment, on va le souhaiter, puis on va le suivre, la meilleure des chances avec les Alouettes. Ouais. Maintenant, je veux partir, regarder vers l'avenir. On se tourne de l'autre bord, vers ce qui s'en vient vers nous. D'abord et avant tout, vous êtes en ce moment en saison morte depuis le début janvier. Vous avez commencé votre programme de saison morte. Finalement, musculation, un peu de réunion, des fois des pratiques par musculation, course, puis drill spécifique par potion. Voilà, donc ça c'est enclenché à plein gaz. C'est Mathieu Pornovo, entraîneur de la ligne offensive et responsable de l'encadrement académique qui va prendre le lead sur toute pendant cette transition-là, sur tout ce programme-là qui est vraiment essentiel parce que c'est en ce moment qu'on gagne les matchs au mois d'octobre et novembre. Comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Vous venez de commencer, là, c'est les premiers balbutiements. C'est chaque matin, on a des plages horaires pour aller en muscu? Pour aller en muscu, puis il y a des plages horaires le soir pour les séances de course, puis tu dois aller 3 fois. Et on va au Stade des Berges faire du football. Ok, cool. Génial. C'est bien organisé. PO fait. PO Pro. PO Pro. Chapeau. Indispensable à. Oh my god. Surtout en ce moment. Lui, il en fait beaucoup. Il en fait vraiment beaucoup. De la Dunsmore, de la Vanille. Ben, pas de la Dunsmore, mais de la UTEC, de la Vanille. C'est sûr qu'il s'en va. Ah ouais, c'est lui qui. Tu sais, vous l'avez vu. C'est lui qui collait les shots. Puis. Je veux dire, il va organiser mon mariage. C'est l'homme de confiance. Il est sac. Il est qualifié pour pas mal. Tu sais, tout, là. Je veux dire, c'est un kid. Il nous entraîne. Il fait pas mal. General assistant un peu tout autour de... Et Pierre fait le track en soirée, qui est là depuis le début. Un autre gars qu'il faut pas oublier, qui est un peu dans l'ombre, mais c'est lui qui lui aussi fait un énorme travail. Il est professeur, puis il est coach de plusieurs autres personnes et plusieurs autres disciplines à l'extérieur, mais il est toujours là depuis le début. Puis c'est... puis il fait partie du stade de façon intégrante. Il était là dimanche lors de l'annonce du départ de l'année, puis tout. Il est là depuis, lui, je pense qu'il est là depuis 2002. Oui, il est là depuis le début. Il reste eux, puis Denis, qui est là depuis le début. Avec Pat. Oui, Pat, c'est vrai. La légende. Bon, Pat, effectivement, et son PlayStation, ils sont là depuis. Non, il l'a emmené, là. Il a emmené la Xbox, il l'a enlevé du physio, il l'a amené à ses enfants, je crois. C'est son physio, là. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. C'est ça. Il a le droit. Regarde rentre dans le physio tantôt, il fait Yo Pat, yo l'Xbox! Mode Pat à 2! Non, mais faudrait revenir à vos premiers amours, un beau Nintendo 64. Là. Pat organise un tournoi? Impossible! Mario Kart puis Super Smash. Impossible, juste pour les joueurs! C'est juste pour le. Ouais, mais vous faites partie de l'équipe, je suis sûr que si vous me disiez que oui, ça va marcher. On a des grosses kills ici, là. Il y a des grandes habiletés. Petite soirée hot dog, mais il y a une conséquence pour le perdant. Ouais, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une conséquence. C'est une conséquence. Ah ouais, d'accord. Quand tu sign up, tu sign up et. Ouais. Ça coûte. À la vue, à la mort. Une pièce d'entrée. Ah ouais, ok. Une pièce à cover. Et ça paye le financement des hot dogs. Ouais. J'entends. Ça se promet, donc évidemment, Pat, partie intégrante de cette équipe. Et donc, la saison morte bien enclenchée, ça se passe bien. Ouais. Là, bientôt, on estime à peu près d'ici un mois, on va connaître l'identité du nouvel entraîneur-chef, celui qui sera à la barre de l'équipe. Moi, je suis quand même curieux de savoir parce que vous représentez la génération de joueurs actuels et le groupe de leadership actuel notamment. Vous êtes plusieurs, mais vous en faites partie. Sans nommer de nom, mais quel genre de coach que vous aimeriez avoir? C'est plus ça. Alors, on va dire pas des noms, mais dessinez-moi votre entraîneur. Votre liste d'épicerie, là. Ouais, comme j'ai dit tantôt. Un message. Tu sais, c'est. Comme j'ai dit tantôt, la culture qui est implantée en ce moment, elle n'est pas défaillante, puis je parle pas en dehors de mon chapeau en disant ça, puis j'en suis confiant. Fait on cherche quelqu'un qui ne veut pas changer la culture, qui veut pas faire un 180. La maison est là. Exact. Tu peux peinturer les murs, mais tu peux pas défaire les murs. Exactement. Je pense que any coach in his right mind wouldn't do that. Je peux me permettre l'anglicisme, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui veut, qui aime déjà qu'est-ce qu'on a en place, qui veut y amener sa touche personnelle. Idéalement, quelqu'un avec qui on est familier, avec qui les recrues sont familiers. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ouais. Écoute, c'est ça. Parce que la réalité, je pense que le gros point, c'est vraiment quelqu'un qui veut être là longtemps, qui veut être là, puis quelqu'un qui aime la culture qu'on a, qui veut la faire. Ajouter sa brique au mur de briques. Exactement. Pour faire évoluer. Oui, parce que même, mettons, de façon vraiment objective, là,
la personne va arriver mi-février, t'as pas le temps de changer le système de jeu Exact, partout, c'est ça, puis comme... Moi, je crois que Manon nous a demandé notre opinion, les capitaines qui reviennent. Et honnêtement, quand il nous a parlé de son plan et tout, son plan d'attaque pour trouver la personne qu'il faut, je crois on est choyé d'avoir Manon qui s'en charge parce qu'elle fait un excellent job, puis je suis sûr, je suis 100% confiant qu'elle va trouver la bonne personne et la personne qu'il faut pour le vestiaire qu'on a, qui est la personne qu'il faut pour répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs dans les 7, 8, 10 prochaines années. Ouais. Donc honnêtement, moi je crois que tout le vestiaire est entièrement confiant de laisser ça dans les mains de Manon, faire le processus, que tout le monde passe au travers le processus et nous dévoiler ses équipes, et on va l'accueillir à bras ouverts. Ça va être à la fin de la journée, nous on est dans le vestiaire, on contrôle pas ces décisions-là. Absolument. On n'a pas ce reach-là, puis c'est bien correct comme ça, puis nous il faut jouer notre rôle à la fin de la journée. Comme il dit, n'importe qui va arriver, on va l'accueillir à bras ouverts parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Manon connaît son équipe de football, Ah ouais. donc elle sait quelle sorte de personne il y a, quelle sorte de personne Dani était. Donc je vais faire la bonne décision, je suis sûr. Ouais. Mais ça va être un camp de printemps particulier quand même, vu que ça va être premier, tu sais, ça sera pas comme les autres où c'était plus une continuité et tout, là, vraiment. C'est vrai que ça va être différent. Personne avec, va siffler, ça va être différent tout, que ça va sans être, Dani, ça va être différent. C'est le Mais premier speech, tu sais. premier, premier meeting. Ouais. C'est sûr que ça va être un vibe différent, ça c'est sûr. Ça on se le cache pas, mais je sais pas si tu sais. Ça veut pas dire Ça un me fait mauvais pas peur, vibe, c'est ça. Comme on en parlait avant, je crois que le changement, ça peut apporter beaucoup de bien. Ouais. On a tous besoin de changement à un moment donné. Puis Daniel en avait besoin, donc il est parti aux Alouettes, affronter des nouveaux défis. Et nous, on va affronter nos propres défis ici. Et je crois qu'on va les affronter au la main. Ah, Comme tous les défis qu'on a affrontés au cours des années que j'étais ici. Là. Absolument, puis je veux dire... ça va changer quelques trucs, mais dans l'ensemble, on l'avait dit, le core est là. Il n'y a pas beaucoup de finissants par rapport aux années passées. Peut-être plus de joueurs qui pourraient être repêchés, mais dans l'ensemble, on risque d'avoir une équipe fort similaire, exactement. Puis des recrues l'année passée qui ont fait des belles choses, qui vont continuer cette progression-là, des belles recrues qui s'en viennent aussi. Fait que, honnêtement, on est dans une bonne position. C'est une belle job que celle de l'entraîneur-chef des Carabins. C'est un des gros programmes au pays. Ça peut être intéressant de prendre la barre de celui-ci. En bout de ligne, fin août, on va jouer au football. Non, vous allez jouer au football. On est dans l'équipe, Raph. On est dans l'équipe. C'est une situation. Mais bon, étant les Carabins, je veux dire, vous allez être prêts à jouer au football. On a vécu beaucoup de changements aussi, je crois, au cours de. Depuis, moi et Dim, on est là depuis 2017. Il y a eu, je crois, j'avais compté peut-être 6 coachs qui sont partis, 5 qui sont venus. Donc je crois qu'on est, comme il a dit au début, on est conditionné, on est capable de. Je suis confiant avec les gars qui sont là, puis les gars qui graduent ou qui vont pro, ils ont installé une certaine culture, puis un certain tenage de coude entre gars. Que nous, on prend fierté de le garder puis de le perdre. Vraiment. Qui va faire en sorte que je crois qu'on va l'accueillir, oui, mais on sait qu'est-ce qu'on est, on sait qu'est-ce qu'on vaut, et on va attaquer la saison 2020 comme on a attaqué toutes les saisons, puis on va... C'est excellent, parce que de toute façon, c'est ça qui va faire que d'autres personnes comme vous ont décidé de venir à l'Université de Montréal, parce que comme vous l'avez dit, les entraîneurs, ça part, ça vient. C'est normal, ça fait partie de ce domaine-là, mais cette unité-là, c'est ce qui va rester. Ça fait partie de la vie, on cherche tout à monter, comme les gars là qui vont graduer, ils cherchent à aller pro, on a tous des objectifs. C'est pour ça qu'on en veut à personne, puis on est super compréhensif de la situation. C'est sage parole. Je suis content d'avoir vu aujourd'hui, parce qu'on a tous vécu quand même ce départ-là d'une façon différente, avec des émotions et tout, mais personne n'est aussi proche que vous, les joueurs. On était contents de vous entendre à cet effet-là. Merci d'être passé ici en studio. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis. Redon, on se revoit bientôt, évidemment. Le vétéran. Le vétéran. On se revoit la prochaine latérale. On se revoit l'année prochaine, assurément. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous deux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Ligne Bleue. Salut!